Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là en si grand nombre. Franchement, on s'attendait à rien. Puis là, c'est fun de voir que ça intéresse beaucoup de gens. Donc, on est juste deux devs qui vont présenter un peu notre vision de la vie du développement en agence et en start-up, évidemment. Donc, c'est ça, notre titre, c'est « Demeurer à jour en pratique au-delà des buzzwords ». Donc, on sort du contexte de Hacker News et toutes ces choses-là, puis on y va vraiment dans le concret, c'est-à-dire dans la pratique. Moi, je me présente, je suis Gabriel Robert, évidemment. Ça fait 4 ans que je travaille pour Spectrum Media en tant que développeur back-end, puis ça fait 2 ans aussi que j'ai demeuré une start-up qui s'appelle UserBoat. De mon côté, moi, c'est Francis Côté. Je suis chez Spectrum, ça fait près de 3 ans. Ça fait un bout que je fais ça, mais chez Spectrum depuis 3 ans. Puis j'assure le rôle de lead développeur chez Spectrum présentement. Donc, sans plus tarder, ça marchait tantôt. Bouge pas. C'est correct? Après, je peux y aller au clavier. Là. Ça paraît que ce n'est pas nous autres qui avons développé ça. Hein? Je suis en plein écran l'autre bord. Si je vais cliquer dedans, je vais faire ça. Bon, ben justement, je viens d'être envoyé. C'est dommage, là, mais effectivement, j'ai perdu mon emploi chez Spectrum Media. Les raisons sont tristes, mais inquiétez-vous pas, je ne suis pas parti si loin que ça. En fait, mon désir, c'était de débuter une entreprise, que ce soit toute seule ou avec des partenaires. Il y a un contexte très précis chez Spectrum Media qui permet, entre autres, de faire une entreprise avec les fondateurs de Spectrum Media ainsi qu'avec le développeur. Donc, ça fait en sorte qu'on a les parts vraiment égales. Puis, ça permet, en fait, de nous donner du temps alloué vraiment sur les heures de travail pour pouvoir travailler sur cette fameuse startup-là. Donc, c'est très simple. À temps plein, merci, bonsoir. J'ai carrément quitté mes fonctions de Spectrum Media. On a écarté un peu mes clients de ce que j'avais d'habitude parce que le contexte, c'est qu'on travaille beaucoup avec les clients directement, le développeur et le client. Et ensuite de ça, on a repoussé plusieurs projets à long terme aussi pour justement pouvoir travailler sur ce projet-là. Dans les bureaux, à ce moment-là, le bureau de Gabriel est devenu officiellement le HQ de UserBoat. Puis tout le monde savait que c'est ça qui se passait, puis il ne fallait pas déranger Gab dans ces fonctions-là. Puis automatiquement, c'est devenu ça. Puis c'est le fun parce que c'était à même nos bureaux, donc il y avait quand même une cohésion d'équipe qui demeurait. Il était là. Ça permet d'être focus sur un projet à temps plein, évidemment. C'est mieux que genre les soirs ou les fins de semaine. Là. Disons que la qualité du code qui en découle est vraiment supérieure. Fait que, au début, j'étais un peu perdu quand j'ai starté ça, malheureusement. Et comme pour plusieurs de personnes qui commencent des projets en 2017, on peut être vraiment perdu par le nombre de technologies qui englobent tout ce qui est web ou tout ce qui est vraiment logiciel en tant que tel. Fait que moi, dans le fond, mes besoins, c'est simple, c'était un MVP. Je voulais déployer le plus rapidement possible dans les délais les plus courts avec les coûts les plus amoindris. Évidemment, ça a créé des incertitudes parce qu'en faisant ça, je savais que j'avais un large éventail de features à faire. Fait que j'avais peu d'argent, j'avais peu de temps parce que j'étais sur le temps de Spectrum. Dans le fond, moi, pendant ce temps-là, je rapportais pour personne. Puis aussi, je savais que ça allait être plus complexe pour certains points, notamment, et là, c'est là que je vais avec la suivante, la recherche. Donc, je voulais remplacer une espèce de MailChimp dans mon application. Concrètement, on a une banque d'utilisateurs, on veut pouvoir faire des email marketing à ces gens-là, un peu à la MailChimp, donc construire l'HTML, faire les envois. Ensuite de ça, on avait un schéma de données qui était vraiment variable. Donc, si on connaît les bases de données, ça ne pouvait pas être une seule table avec juste des colonnes appropriées pour chaque personne, chaque individu et chaque client. Pour ça, ça prenait vraiment un schéma de données très variable. Puis, il fallait pouvoir avoir des performances significatives dans des cas bien précis. Fait que même si j'ai un seul client au départ avec UserBoat, il fallait quand même que ce client-là, qui avait 50 000 clients, puisse faire un envoi ciblé à tout le monde à 7h30 le matin, même si j'étais un petit débutant qui commençait sa start-up sur le side. Là. Fait qu'évidemment, c'était juste ça le challenge, de pouvoir scaler up rapidement, puis arriver à quelque chose en production qui était stable. Fait qu'on a commencé à penser à des technos. Fait qu'il y a eu Vue.js, il y a eu React, il y a eu Angular. Ce qui était le fun avec Vue.js, c'était des solutions incrémentales, vraiment très incrémentales. Fait que ça, on pouvait starter
d'un modèle pas mal plus multi-page, on pouvait mettre quand même du Vue.js dans les slides, excusez-moi, pas dans les slides, dans les pages, puis faire des features avec ça, sans nécessairement de faire comme du Angular et de tomber à 100% dans le SPA, puis juste faire ça, puis tout devoir rebâtir. J'ai eu des expériences négatives avec React, puis ce que j'ai aimé de Vue.js, c'était la communauté en tant que telle. Fait qu'après ça, on a eu d'autres questions. Ça, vous connaissez sûrement pas ce logo-là, mais vous allez sûrement le googler. Ça, c'est Moonmail. Ça, ici, c'est Sandy. Moonmail, ce qui se fait, en gros, c'est l'implémentation back-end de MailChimp, mais en serverless. Fait que ça se permet de faire la gestion des campagnes, gestion des envois, gestion d'à peu près tout ce que vous voulez en serverless. Fait que ça scale up vraiment très vite. Puis, évidemment, ben, ça fait les envois en tant que tel. Donc, ça me prenait gestion de campagne, gestion des envois, gestion des bounces, gestion du spam, gestion des inscriptions. Sandy, qu'est-ce qui était plate, il faisait tout ça, mais lui, tu ne peux pas le white labeler, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'inclure dans ton application, puis au final, mettre ton logo dessus. Ça ne pouvait pas se faire là. Ensuite de ça, ben, nous, chez Spectrum Media, on est vraiment dans un back-end .NET. Fait qu'on a eu la question entre SQL Server et Postgres. Postgres, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir des tables et des colonnes faites en JSON et tu peux faire des requêtes sur ce JSON-là. SQL Server a sorti la feature en 2016, mais moi, je rappelle que je remonte à 2 ans, fait que ça n'existait pas encore. Fait qu'on on s'est posé la question pour du PostgreSQL comme en arrière. Cette fameuse loop-là, par laquelle Gab est passé, c'est la phase qu'on appelle répertorier. C'est, bon, tu es pour faire quelque chose, tu as des besoins X, Y que tu as été capable de cibler. Bon, là, c'est d'essayer de voir l'éventail des solutions qui s'offrent à toi pour développer ça. Puis là, on n'est pas dans l'expérimentation, on est vraiment juste dans savoir ce qui se fait, savoir ce qui peut répondre à nos besoins. C'est la phase qu'on appelle répertorier. Puis je plug une parenthèse d'un petit tool qu'on adore, quelque chose qui est disponible sur le web qui est génial. C'est sur GitHub, il s'est créé naturellement, c'est quelques personnes qui ont parti ça, mais un réseau de listes de trucs techno. C'est plein de techno sur des frameworks différents qui utilisent sur un paquet de plateformes, c'est autant Windows, Linux, puis sur un paquet de thèmes. Ça peut être orienté mailing, ça peut être orienté database, bref, tout ce que tu cherches se trouve dans des awesome lists. Puis il y a une liste de toutes les awesome lists qui se trouvent à cette adresse-là. Puis je vous encourage fortement, lorsque vous allez devoir prendre des choix techniques, aller consulter ces listes-là pour voir tout ce qui est possible d'utiliser, dans le fond, pour tous vos développements. Fait que c'est parenthèse intéressante, là, Awesome Lists, génial. Fait que là, maintenant qu'on a répertorié, je n'ai pas encore pris aucun choix dans tout ça, on passe maintenant à la période de réflexion. C'est-à-dire, une fois que les choix sont répertoriés, il faut vraiment peser le pour et le contre. Fait qu'on s'est posé des questions comme, est-ce que c'est... Est-ce que ça règle un problème? C'est moi qui l'ai ajouté, celle-là, il ne savait pas. Est-ce que ça règle un problème ou c'est juste cool? Dans le sens, oui, là, il y a une avalanche de techno qui nous arrive dessus là, depuis plusieurs années. Là. Ça sort comme ça, là, comme des petits pains chauds. Puis, il se crée des hypes au travers de tout ça, des espèces de modes qui arrivent, des trends. Puis, on peut se trouver à être emporté par une vague, React, OK, React, on fait tout en React. Des choses comme ça. Mais il faut se remettre ça en question, se poser la question, OK, j'ai un problème. Premièrement, moi, je suis habitué d'utiliser tel truc. Est-ce que mon truc que j'utilise, moi, peut régler ce problème-là? Oui, OK, parfait. On n'y pense plus. Sinon, là, tu te rends à te demander, OK, parfait, React, je peux pas régler mes problèmes avec telle affaire, je vais aller vers React parce que React le fait mieux. Il faut que tu orientes ton choix comme il faut, te poser les bonnes questions. J'ai un problème, est-ce que ma solution vient de React, vient de Angular, vient de telle techno, en fait. Fait ensuite, on se pose la question, est-ce que c'est open source? Parce qu'on sait que c'est toujours mieux quand c'est open source. Premièrement, tu as comme tout l'aspect maintenance, tout l'aspect du support qui est vraiment spread à tout le monde. Ensuite de ça, on se pose des questions aussi, est-ce que c'est test unitaire? Donc, nous, on est vraiment drivé par les tests. Est-ce que c'est testé? Si ça ne l'est pas, c'est vraiment un problème. D'ailleurs, on a ditché plusieurs choses parce qu'il n'y avait pas de test unitaire. On n'a pas vraiment fait confiance à la technologie, surtout que c'était du Node.js non testé. Moi, je ne suis pas un fan. Puis, il faut toujours garder derrière notre tête que ça se peut que la personne qui maintient ça, la technologie que tu décides d'utiliser aujourd'hui, ça se peut que l'année prochaine, il y a des jumeaux d'un coup, là, puis ils décident que bon, il n'y a plus le temps de s'occuper de ce truc-là. Si c'est open source, si c'est bien testé, toi, tu as facilement la possibilité de reprendre ça puis de le faire évoluer de ton côté, même ajouter les trucs qui te manquent. Donc, l'open source, dans cette optique-là, c'est très important.
Parfait. Est-ce que c'est moins cher à coder ou à acheter? Ça, c'est dans le sens que est-ce qu'il y a un service externe? Comme dans notre cas, par exemple, on avait MailChimp. Est-ce que ça revient plus cher de le coder ou d'acheter un peu les features de MailChimp et vraiment de l'utiliser à fond? Dans notre cas, on connaît les tarifs de MailChimp qui sont de plus en plus en montant. On a décidé de le coder, justement à cause de certains choix et certaines technologies qu'on a répertoriées au début. Souvent, ce qui va arriver, c'est que l'outil que tu vas acheter va avoir un éventail de features très large, puis toi, tu as besoin d'utiliser ça. Une petite pointe. Donc, tu n'as pas besoin de te taper le gros prix. Tu peux décider, bon, mais je vais me développer ça, j'ai juste besoin de ça. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est rationaliser. Donc, on pense à tout ce qu'on a répertorié, on fait le tri avec ça, on pèse le pour et le contre, et maintenant, on serait comme prêt à passer à prendre une décision. Ce qui nous amène à l'implémentation et la mise en production. On passe assez vite dans le schéma du temps, mais maintenant, l'implémentation est faite, c'est en prod. C'est le temps de savoir est-ce que c'est un bon choix qu'on a pris. Fait que pour ça, il faut passer une batterie de tests. La première, c'est surveiller le comportement du logiciel. Ça, c'est monitoring, faire des tests de charge, évidemment, faire des tests d'acceptation encore plus, faire toujours plus de tests, toujours plus tester la patente, puis savoir, évidemment, si ça répond le besoin du client en premier. Ensuite de ça, il y a aussi l'aspect développer une nouvelle feature. Est-ce que c'est facile? Donc, est-ce que le code base est facilement maintenable? Est-ce que c'est assez bien structuré pour si on a des features majeures à faire, est-ce que c'est facile à implémenter sans nécessairement avoir un gros manpower? Je vous rappelle, je suis toute seule dans UserBoat. Fait que, faire des itérations de 6 mois sur la même chose, ajouter une seule feature, je n'ai pas vraiment le temps de faire ça non plus. Puis supposons que tu as une équipe, une petite équipe, mettons. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas joué dans ta portion peut arriver et greffer un nouveau feature facilement? Est-ce que la techno que tu as utilisée permet ça? Puis oui, là, il y a le fait que toi, tu l'as bien codé ou pas, là, mais ça, on ne va pas là. Mais est-ce que la technologie est facilement utilisable? Est-ce que c'est simple de coder les trucs? C'est ce qu'on appelle, tout ça, la phase qu'on appelle la phase rodée, la phase de rodage. C'est qu'on met à l'épreuve la techno qu'on a choisie pour voir si ça marche bien. Puis c'est là où est-ce qu'en startup, tu peux arriver à ce moment-là, tu as fait ton choix, tu as codé, tu as mis à l'épreuve la tech. Là, à la phase de rodage, tu dis « Ah non, ça ne fait pas la job, on décide de ne pas l'utiliser. » En startup, tu peux te permettre ça, pas trop souvent, mais tu peux te le permettre parce que souvent, tu vas avoir eu du funding, tu as pu dépenser du temps à faire ça. Mais idéalement, quand on est en agence, de mon côté à moi, chez Spectrum, mettons, dans ce cas-là, roder quelque chose pour un client, puis décider finalement de ne pas l'utiliser, ben, tu as utilisé ton client pour faire des tests, tu as utilisé son argent pour faire des tests, puis ça, c'est pas cool. On y revient plus tard, mais il ne faut pas se rendre là, dans le fond, quand on est en agence pour des clients. C'est pas très honnête pour la personne qui te fait confiance, disons. Dépenser son budget pour faire des tests de ton côté, je trouve pas que c'est honnête. Là. Exact. Ouais. Good. Donc, et tout ça, est-ce que c'est possible dans un contexte de consultation? Répertorier et roder, dans le fond, tout ça. Rationaliser aussi. Est-ce que c'est possible de se rendre jusque-là en consultation? Eh bien, c'est pas possible. Pourquoi? Puis j'ai un petit peu abordé le sujet déjà, mais c'est que, bon, on va faire une petite pause, on a des graphiques. Okay? Mais c'est un graphique très facile à comprendre. L'horizontal, c'est le temps. Le vertical, c'est les heures, c'est l'argent, en fait. Puis, en bleu, très foncé, le facturé. En blanc, on parle le travaillé. Donc, le produit, ce qui se passe, c'est qu'au début, des heures facturées pour ton client, tu n'as pas de client. Au début, tu développes le truc. Puis ce qui va arriver, c'est qu'il y avait un autre axe, mais je ne l'ai pas mis. Mais en général, tu vas avoir un funding, tu vas avoir de l'argent de départ. Chez nous, dans notre cas, c'est Spectrum qui finance la plateforme. Puis en général aussi, on le fait pour un client. Donc le client met sa part aussi, puis va être partenaire plus tard. Puis ça se gère comme ça d'habitude. Mais tu as du funding. Donc tu peux commencer à travailler sur ton produit. Tu ne factures pas encore. Donc c'est là que tu peux te permettre justement de faire du rodage, de l'expérimentation, puis de jeter des affaires à poubelle, de dire « Ah non, ça, c'était pas bon. » Puis après ça, quand tu commences à facturer, tes clients y arrivent. Eux, ils ont déjà de la valeur parce que tu as déjà codé quelque chose. C'est fait, c'est en prod, ça roule. Puis tu commences à leur charger le prix que ça coûte. Puis eux sont très contents. Ils payent, ils ont de la valeur ajoutée. Il faut toujours penser, dans ces cas-là, à la valeur. En produit, aller en rodage, ça se fait. Si on fait le parallèle avec du travail client, ce graphique-là est beaucoup plus simple. La première heure que tu travailles pour un client et que tu lui factures, déjà là, lui, il veut de la valeur. Puis c'est normal.
sais, il te paye pour ce que tu sais faire de mieux, les choix que tu as pris par le passé puis que maintenant tu appliques. Donc, ça va toujours faire ça. Ça ne sera jamais autrement. Puis tu ne peux pas faire des spikes puis traverser la ligne en haut parce que, d'un, tu vas perdre de l'argent. Puis, si tu décides de le facturer, ben là, tu es malhonnête. Parce que ton client, là, il reçoit une facture ultra salée. Il va en ligne, il regarde son affaire, il fait « Pourquoi? Tu sais? Je ne sais pas pourquoi tu me factures ce prix-là. » Donc, il faut toujours suivre cette ligne-là. Puis, c'est pour ça que c'est très important en consultation de sortir de la loupe tôt. De dire « Ah non, on ne prendra pas ce choix-là. » Mais c'est pour ça aussi qu'on peut bénéficier en agence d'une start-up interne comme l'expérience qu'on a vécue avec Gab, qui, lui, a pu se rendre un peu plus loin dans l'expérimentation puis nous en faire bénéficier par la suite, en fait. Je ne sais pas si c'était clair. J'ai l'impression que ce n'était pas clair. Poseront des questions. C'est ça. Entendu au bureau, nos clients nous paient pour une valeur ajoutée à leur business. C'est ça qui est très important. C'est le gros takeaway de ce point-là. Les clients paient pour de la valeur, pas pour qu'on... Puis là, ça, c'est une petite joke de dev. S'il y a des devs en place, Webpack, c'est un truc qui sert à compiler des assets clients. Là, puis la configuration de ça, c'est un enfer. Là, ça fait que tu ne veux pas mettre sur le dos toi qui t'entraînes à configurer cet outil-là, là, dans le fond. Donc, toujours retenir que le client, lui, paie pour de la valeur, puis il faut que tu y en donnes au jour 1, en fait. OK. Maintenant, on est rendu au niveau de prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire que maintenant, on a répertorié, on a vraiment rationalisé, on a mis en prod, on sait que ça marche béton. C'est rendu de spreader un peu tout ce qu'on connaît à l'organisation, que, tu sais, même si je n'étais pas nécessairement chez Spectrum en train de travailler, c'est sûr qu'on sharait des choses. Donc, il faut vraiment établir une stratégie de communication pour tout le monde, puis vraiment que l'information se rende à tous. Fait qu'en mode startup, prêcher la bonne nouvelle, c'est très facile à faire, vu que tu es toute seule ou pas, mais tu as vraiment une seule équipe. Donc, dans le fait que tu as une seule équipe, un seul code base, spreader l'information, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'en mode agence. Tu me confirmeras? Absolument. Puis, dans le fond, chez Spectrum, nous, on prend beaucoup des petits contrôles. On n'a pas une énorme équipe, puis on ne dédie pas, dans le fond, toutes les ressources à un projet pendant X temps. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on prend des beaucoup plus petits projets pour des plus petits clients, puis on travaille à 1 ou 2 là-dessus pendant un petit bout de temps, puis après ça, ben, fait qu'on a des projets qui partent à peu près aux 2-3 mois. Puis, dans le fond, c'est là où est-ce que ça devient quand même compliqué, mais ça, il faut dealer avec ça. Il n'y a pas de solution magique, mais c'est la communication qui est très importante dans ça parce que, justement, bon, tout le monde travaille dans son code base. S'il y a des décisions qui se prennent en tant qu'équipe, ben, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on se force à le faire. En fait, ça ne se prend pas naturellement parce qu'on est tout le monde sur la même chose. C'est qu'il faut répandre, diffuser cette information-là, dire, regardez, on a trouvé telle affaire, on aimerait ça que pour les prochains projets, ça marche de telle manière, d'en répandre les choix. Ce qui est inclus là-dedans aussi, c'est la création de templates. Tu repars une nouvelle solution, ben regarde, on a mis à jour là, avec les derniers trucs qu'on a trouvés. Donc, tu sais, ça serait le fun de l'utiliser. Bon, fait que ça, c'est un effort qu'il faut faire. À date, on n'a pas encore trouvé de solution magique. Et ça serait le fun. Mais ça, c'est le point le plus difficile dans une agence où est-ce que tu as plusieurs services clients, si tu veux, qui évoluent en parallèle, en fait. Transmettre l'information à l'équipe, c'est quoi la meilleure technique? Est-ce que c'est par courriel, par Slack? De notre côté, nous autres, ce qu'on a vu qui fonctionne, c'est quand tu vois quelque chose, là on est plus dans le répertorié, si on revient un petit peu au départ, quand tu vois quelque chose arriver qui pourrait répondre à tel besoin, ben on le diffuse à tout le monde. Nous autres, c'est Slack qu'on utilise à l'interne. On dit, regardez, on a un channel labo où est-ce qu'on poste, bon, regardez une telle nouvelle affaire qui pourrait nous permettre de répondre à tel besoin, tel truc, tel truc, tel truc. On fait juste répertorier là-dedans, on donne des affaires. J'ai vu passer ça, j'ai vu passer ça. Donc ça, c'est un bon moyen de transmettre l'information à l'équipe. Là, maintenant, transmettre l'information sur les choses, les décisions qui ont été prises déjà, ben ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Mais chez nous, ça se concrétise beaucoup par les Friday demos qu'on appelle, où est-ce que là, ben, on s'assoit ensemble, puis soit des fois, ça se concrétise sous forme de code review, de trucs qu'on a fait. On a une petite librairie interne qu'on essaie de construire tranquillement, puis on utilise un petit peu ça pour faire des code reviews. Donc, ça, à date, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux, de passer par le code, pas juste le dire. Donc, on regarde le code ensemble, on fait des pull requests, on a mis ça sur GitHub pour que ça soit plus facile à gérer. Bref, ça, je pense, c'est ce qui fonctionne le mieux pour la concrétisation vraiment des changements. Puis la maintenance, ben, ça, c'est un point que, on l'a mis là, mais dans le fond, il ne faut pas s'énerver non plus. Là, en agence, tu ne vas pas
ça n'arrivera jamais là, que tu vas retourner dans un vieux projet pour un client parce que tu as besoin de faire X trucs. OK, on update tout parce que tout a changé depuis le temps. Là, on ne fait plus les choses de la même façon. Non. Ça, c'est plus pour mettre l'emphase sur le fait que l'itération dont on parle là, dans le fond, les nouveaux changements techno, c'est faut pas le faire trop souvent, en fait, en agence. Parce que justement, ça, c'est que tu peux te retrouver, parce que dans le fond, on fait la maintenance sur les projets de nos clients à travers les années. Des fois, il faut que tu retournes jouer sur un truc qui a été fait il y a 4 ans, ça arrive. Puis, si à chaque fois que tu fais une maintenance pour un client, c'est complètement une nouvelle stack que tu as à te réapproprier à chaque fois, ben, c'est juste ingérable. Puis, dans le fond, tes maintenances vont coûter beaucoup plus cher en temps, en effort que prévu que tu veux, dans le fond. Fait qu'il faut essayer de minimiser ça le plus possible. Donc, c'est ça, le processus de transmettre l'information à l'équipe, on va appeler ça répandre. Donc, tu répands l'information et tu répands la bonne nouvelle. C'est pas mal ça. Donc, avez-vous remarqué? Donc, tout ça, le concept, c'est les 4 R. On vous a sorti un bel acronyme. Oui, c'est ça, ça va être sur Wikipédia demain, c'est sûr. Fait que répertorier, rationaliser, roder et répandre. C'est les 4 R des bons choix techno en agence. C'est une espèce de cycle qu'on a détaillé en faisant ce talk-là, en fait, en mettant en mots notre expérience. Puis je pense qu'ils ont bien de l'allure, dans le fond. On les a repassés. La première étape, c'est le répertorier. Ça, c'est juste être à l'affût, savoir ce qui existe. Tu ne prends pas de décision, c'est ça. Se mettre à jour tout le temps. Puis ça, idéalement, tu ne le fais pas juste quand tu as un besoin à combler là. Tu le fais continuellement. Il faut que ça fasse partie de tes habitudes de bon dev, si tu veux, là. De rester à jour avec ce qui se fait, savoir ce qui se fait. Comme ça, le jour où est-ce que tu as une demande, « Ah oui, j'ai vu passer ça », puis là, tu ressors tes affaires, puis là, tu fais comme « OK, ouais, on a ces options-là. » Là, fait que ça, c'est répertorié. Le rationaliser, on en a parlé aussi, c'est d'y penser, puis OK, est-ce que ça peut répondre à mon besoin pour vrai? T'sais? Puis c'est là qu'en agence, du moins, là, je ne parle pas de la startup, mais en agence, c'est là où est-ce que tu vas vouloir sortir si jamais tu dis « Oh non, ça, je ne touche pas à ça. » Avant de continuer, d'aller plus loin, parce que là, tu vas commencer à dépenser beaucoup l'argent de ton client pour rien, peut-être. Donc, c'est la porte de sortie pour savoir si tu prends le choix ou non. C'est vraiment là que tu vas le faire. Puis, roder, répandre, je pense qu'on a fait quand même le tour. Roder, c'est de la tester. Répandre, c'est de la diffuser à l'équipe, en fait. Évidemment, c'est le passage de rationaliser à roder qui coûte excessivement cher. Fait que c'est ça. Au final, j'ai pu revoir ma job parce que maintenant, UserBoat, on est en mode de commercialisation, ce qui veut dire que ma job, techniquement, n'est pas complétée, mais on tombe en mode commercialisation. Fait qu'il faut que ça sorte un peu et que les clients embarquent un peu sur la plateforme. Fait qu'avec toutes ces connaissances-là, j'ai pu réintégrer mon emploi chez Spectrum Media. Ah, je voulais faire une joke de banane, mais je n'ai pas pensé. Ah, vas-y. Fuck. Non, c'est beau. La flèche, où est-ce que c'est possible de sortir? Ouais, ça. Ça, c'est le « that's bananas moment », dans le fond. C'est là où est-ce que tu vas te dire « Ah non, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là, ça ne répond pas à notre besoin. On ne le prendra pas. » That's bananas moment. Mais je pensais être le seul à parler de banane, mais non, la dame avant m'a volé ça. Ouais. Merci. Fait que, ouais, c'est ça. Au final, les technos qu'on avait choisis, ça a été Vue.js, Moonmail avec du PostgreSQL parce qu'ils ont tous passé par le processus, justement, qu'on vous a dit, les 4 R, puis ils ont tous fait leurs preuves en production, ce qui est vraiment plaisant. Puis l'agence a pu en bénéficier de ces choix-là. Il y en a un, en fait, qu'on n'a pas pu, on ne l'a pas mis en application parce que c'est assez récent puis on n'a pas eu ce besoin-là. Mais c'est toutes des affaires qu'on n'aurait pas faites normalement, en fait. On serait resté dans notre boîte, comment on dit ça, le plafond de cristal, là, dans le fond, on ne touche pas à ça. Là. Mais en fait, c'est que c'est un exercice qui est le fun à faire, ça. Parce que sinon, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrêtes de travailler pour tes clients puis tu mets du temps là-dessus. C'est ta business qu'il faut qu'il dédie du temps à ça. Des fois, c'est possible, mais des fois, ça ne l'est juste pas. Mais d'avoir une opportunité comme ça, c'est génial. Puis on essaie de le faire le plus souvent possible. Puis, dans le fond, en terminant, j'aimerais vous laisser sur un talk c'est plus un blog post, mais que le gars a converti en talk plus tard. Mais c'est Dan McKinley, c'est un gars qui est parti Etsy, la plateforme pour les artisans là, en ligne, là, où est-ce que tu peux vendre tes bas de laine que tu fais, genre, des trucs comme ça. Le gars il est super bright, il a fait un excellent vraiment là, blog post sur qui a appelé Choose Boring Technology, je pense que ça parle en soi, là, où est-ce qu'il explique un peu ce qu'on vient de dire là, mais beaucoup en détail sur le R de rationaliser, en fait. Là. Lui, il va vraiment nous guider beaucoup dans ce post-là sur
comment évaluer si c'est un bon choix ou pas, puis c'est excellent, je vous recommande vraiment d'aller le lire. Puis c'est vraiment le takeaway qu'on veut que c'est choose new technologies sometimes, ça dépend. Il faut juste se rappeler que le client engage ou en fait fait affaire avec une agence de servicing pour ce qu'il connaît le mieux, donc pour vraiment son expérience. Il ne paye pas la compagnie pour faire des tests ou essayer des nouvelles techs qu'au final, il n'y aura aucune valeur ajoutée, là. Ça, il faut se dire. Effectivement, valeur, c'est le gros keyword aussi. Ouais. Donc, le 10, c'est-tu avec ou sans question? OK, on a 10 minutes, on a 20 minutes. Fait que vous, je ne sais pas, c'est quoi votre technique pour rester à jour si vous travaillez dans une agence, sans nécessairement gober trop de budget client? On voulait le poser comme question si on manquait de temps. Finalement, on a été vite. Fait que, Ouais. on voulait vous poser la question justement, parce que nous, on a trouvé ça, mais c'est quand même rare des cas où est-ce que tu as des startups internes qui partent. Fait qu'on veut savoir s'il y en a, premièrement, est-ce qu'il y en a qui travaillent en agence pour des clients ici, en développement? Par main levée, mettons. OK, vous deux. Yes, on est avec vous autres. Mais si ça vous tente d'en parler, sinon tant pis. Mais la fréquence ou l'itération, comment ça se passe dans votre organisation, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que nous, on a fait ça, mais on se demande s'il y a d'autres façons de bien le faire. Donc, je ne sais pas si ça vous tente de le partager. Sinon. Deux petits on va avoir un micro pour toi. Nous, généralement, c'est le client qui nous impose un peu la techno qu'il veut utiliser. OK. Parce qu'on ne garde pas vraiment la maintenance, mais comme on leur laisse la propriété du code source après. OK. Avez-vous un peu de latitude ou vraiment 0-0? Comment? Avez-vous un petit peu de latitude ou vraiment 0 du tout? Ça dépend des projets. Il y en a qui n'ont vraiment pas le choix. Ils nous l'imposent parce que, par exemple, ils ont déjà un produit en arrière qui suit, par exemple, la suite .NET ou quelque chose du genre. Donc, ils nous limitent sur le produit en tant que tel. Mais on en a d'autres qu'on a carte blanche. C'est juste un client qui est venu nous voir. Puis on a choisi la techno en conséquent. Par exemple, on développe beaucoup d'applications mobiles. On a décidé d'aller avec React Native. OK. Parce que souvent, il y avait aussi une plateforme web qu'on devait faire avec le projet. Donc, on a pris React Native ensemble. Ça permet d'aller plus rapidement dans le développement. Est-ce que au niveau de l'expérimentation, dans le fond, quand vous rodez une techno à l'interne, supposons React Native, j'ai besoin de faire une app mobile pour mon client. Le choix de React Native, est-ce que c'est arrivé sur le coup, quelqu'un avait déjà de l'expérience ou c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, puis vous êtes partis avec ça ensemble, dans le fond? En fait, au début, ça a commencé, c'est nos directeurs, leur premier projet mobile. Ils cherchaient une technologie pour pouvoir faire les deux plateformes en même temps, au lieu de faire en Swift et en Android. Ils ont testé avec React Native pour un de nos clients. Puis, honnêtement, ça a juste super bien marché du premier coup. Fait que pour les projets d'après, on a juste continué avec ça. Un espèce de projet pilote, en fait, avec un client qui était d'accord, si on veut, là, parce que des fois, c'est ça. Des fois, c'est OK, super, cool. C'est un bon client, ça. Oui, c'est fun. C'est pas toujours possible. Super, merci. Là, c'était pas mal nos deux candidats qui pouvaient répondre à notre fameuse question. Donc, si vous avez des questions pour nous, on est vraiment... on a le temps. Fait que, oui? Oui, entre vos projets, c'est pour la diffusion, on n'a pas le choix de faire ça, même si je t'entends. On partait de différents projets pour les différents clients, dans le fond. Et où le moment de réflexion entre je réutilise la technologie que j'étais habitué de faire, puis lui, je me permets, où j'ai vraiment besoin, tu sais de quoi de nouveau, puis là, je tombe en mode de réflexion, interprétation. En fait, la loupe qu'on a parlé tantôt, s'il y a eu une itération, mettons, qui s'est faite avant que ce projet-là démarre, puis qu'on a décidé d'introduire quelque chose de nouveau dans nos pratiques, bien là, c'est sûr qu'on va démarrer ça de cette façon-là. Mais sinon, s'il y a quelque chose qui est en train de se faire, puis que ce n'est pas encore clair si on va l'utiliser ou pas, si les expérimentations sont comme encore en cours, on n'est comme pas branché, on ne le fera pas tout de suite, c'est sûr que non. On va comme attendre que ça soit rodé. Fait qu'on va repartir avec nos templates qu'on connaît des fois d'avant. Puis c'est sûr que c'est ça qu'on va utiliser parce que c'est sûr qu'avec ça, on est sûr de livrer de la valeur dès le début, puis on va aller vite, puis on la connaît, puis c'est bien rodé. On ne veut jamais partir un nouveau projet avec quelque chose, à moins que le client soit méga d'accord, c'est super edgy. Puis tu sais, des fois, tu as un client qui, ton PO de l'autre côté, c'est un gars bien technique, là, puis il suit ça aussi, puis il est bien excité par tout ce qui est open source qui sort. Là. Ça va arriver là, que tu lui parles de quelque chose, puis là, les yeux s'allument, puis là,
il va être capable de vendre ça de son côté, puis là, tu vas avoir du budget un peu supplémentaire pour des trucs comme ça. Ça arrive, c'est très, très rare. Mais ça, quand ça arrive, on est très content parce qu'on va l'utiliser, on va le passer dans l'eau, en fait. Là. Pareil comme ce que Gab a fait pour UserBoat. Mais en général, on utilise ce qui est déjà connu, qui a passé par toutes les étapes au complet, dans le fond. Ouais. Ça répond à la question? Oui, pas mal. Cool, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Forcez-vous, let's go. Non, mais c'est pour la diffusion, sinon on ne t'entendra pas sur la vidéo. D'accord. Avez-vous eu des expériences avec Angular ou React passées qui vous a fait que vous n'avez pas été vers ça pour votre dernier projet? Toi, t'en Je te as laisse une? parler Moi, j'en ai de- une aussi. Je te laisse parler d'Angular, après ça, je vais jaser de React. OK. Angular, pour nous, ça a été, je pense, c'est pas contre Angular, c'est pas contre lui, personnellement. C'est contre le timing qu'on a utilisé, en fait. C'est qu'on l'a utilisé, c'était l'an dernier, en début d'année, si je me souviens bien, là, janvier, février. Puis à ce moment-là, c'était Angular 2 qui finissait sa phase de bêta, là, RC, là, Release Candidate 1, 2. C'était pas encore super stable. On a décidé de l'utiliser quand même parce qu'on s'est dit, un Release Candidate, c'est pas pire. D'habitude, c'est bon, on peut se fier. Mais Angular, on a vu qu'on pouvait pas full se fier. Là. Donc, c'est vraiment une question de timing. Nous autres, il faudrait lui redonner une deuxième chance, si on veut, là, dans notre cas, chez nous. Mais quand on l'a utilisé, ça a vraiment mal fonctionné. Puis ça, c'est une erreur qu'on a faite, puis qu'on s'est dit qu'on ne le referait plus jamais. Celui-là, on l'a fait pour un client. Parce qu'on a dit, c'est tellement petit, c'était un tout petit client. Là. C'était une petite app, là, il y avait comme 3 pages là-dedans. On a dit, hey, si on se trompe, ça ne peut pas être si pire que ça. Finalement, ça a été correct, mais il faut vraiment jamais le faire, en fait. Il ne faut pas faire ça. Pas beaucoup des versions. Est-ce que c'est à l'avenue d'Angular 4 qui vous a découragé? Ou est-ce qu'il y a des problèmes plus concrets, plus techniques qui a juste mal été dans cette version-là? Dans cette version-là, c'était une histoire de le NPM Hell, tout le monde connaît ça, là, le versionnage avec NPM. C'est que quand tu installais Angular Release Candidate à ces versions-là, les dépendances qu'il y avait, c'était tout aussi en bêta ou en Release Candidate de leur base, c'était n'importe quoi. Là. Ça fait que dès que tu updatais une affaire, tout pétait, puis non seulement dans l'application comme telle, mais dans ton build, ça compilait même plus cette affaire-là, c'était l'enfer. Fait que l'avenue d'Angular 4, ça pourrait nous porter à le réutiliser, à le réessayer, je veux dire. Mais on a décidé de prendre un break d'Angular à cause de cette expérience-là. Pardon. Ça nous a comme un peu distancés. Là. On était mad, là. On n'était pas contents. Puis on a trouvé quelque chose en plus entre-temps qui faisait quand même très bien la job. Puis pour ce qu'on a à faire, un peu mieux en plus qu'Angular. Donc, ça fait le tour, je pense, pour lui. Ouais, pour ce qui est de React, moi, c'est très simple. Vue.js, évidemment, et React, c'est deux choses qui se ressemblent beaucoup. Où c'est que ça l'a cliqué un peu moins, c'est le JSX, tout simplement. Fait que juste pouvoir le fait de pouvoir mettre les instructions vraiment claires et nettes dans le markup HTML, ça a vraiment tout changé la donne. Fait qu'on a décidé d'aller Vue.js, puis il n'y a pas plus de raisons que ça. De mon côté, versus Vue.js, ce que j'aime ce que tout le monde dit en ligne pour dire que React est meilleur que Vue.js parce qu'il y a une grosse bataille présentement, c'est que React en général est plus performant. OK, oui, ça c'est vrai. Là. Si tu as besoin de faire quelque chose comme à la Facebook, parce qu'on sait que React c'est né de Facebook, si tu as besoin d'avoir 14 widgets partout qui s'updatent indépendamment l'un de l'autre, oui, là, tu as vraiment besoin de performance. Ce qu'on fait, nous, pour nos clients, c'est un petit peu réduit là, versus ça. Donc, l'argument performance pour React, pour nous, c'est pas trop. La question ne se pose pas trop. C'était plus une question que si c'est agréable à coder avec, en fait. Puis on a trouvé qu'avec Vue.js, c'était beaucoup plus agréable qu'avec React. Pour un paquet de raisons, en fait. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a peut-être des gens qui sont plus design, intégration, qui n'ont pas nécessairement la logique aussi nécessaire qui vient avec une application qui est vraiment lourde en JavaScript. C'est que ça demande pas mal plus de connaissances en front-end. En même temps, c'est sûr que c'est une pierre deux coups en choisissant quelque chose qui est dans le markup pour Vue.js. Ouais. Absolument. On en a une de plus en arrière. Ici. Oui, question regardant la rémunération. Tu expliquais qu'en fait, tu étais renvoyé. Je voulais savoir si tu avais vraiment été renvoyé, si tu étais toujours sur ces Spectrum qui te payaient. Oui. Là, tu as réussi. Si ça n'aurait pas réussi, comment est-ce que ça aurait fini? En fait, toute cette partie-là où est-ce que tu étais toujours un employé Spectrum? Comment toute la partie rémunération, avantages salariaux, si ça n'aurait pas marché, qu'est-ce qui se passait?
Ben, concrètement, c'est très simple. Si ça n'aurait pas marché, l'idée était conjointe, donc j'aurais juste réintégré Spectrum tout simplement. Là. Moi et mes patrons, on est de même. Fait que même si UserBoat, ça ne lève pas, ou si ça aurait échoué avant de pouvoir lever, c'est sûr que j'aurais quand même réintégré Spectrum Media. Là, parce qu'en tant que dev, je n'ai pas mes preuves à faire parce que je les ai déjà faites durant les 4 ans que j'ai travaillé chez Spectrum Media. Fait qu'au niveau de UserBoat, c'était vraiment juste au niveau de pouvoir construire une entreprise conjointe sans que nécessairement qu'on draine tout le manpower de Spectrum. Là. Parce que moi, c'est sûr que je fais des heures le soir et la fin de semaine là-dessus. Là. On a mis ça bien dramatique, mais il n'y a pas réellement été. Non, c'était pour accrocher votre attention. C'est ça, exact. C'était du punch. Je voulais faire pitié. Ouais. Oui. Tu nous expliquais au début que tu avais comme des parts. Est-ce que du coup, ça veut dire que quand ce produit-là va être commercialisé, tu vas quand même toucher un pourcentage supplémentaire? Oui, absolument. Tous les droits reviennent à Spectrum? Les droits sont conjoints. Donc, dans le fond, mes patrons de chez Spectrum Media, c'est aussi mes partenaires. Fait que ça fait un mindset un peu différent. Là. C'est un peu ça, Spectrum Media en même temps. C'est très bas niveau, très peu de hiérarchie. Fait qu'on, je suis comme chumé avec mes boss en même temps, là, vu que je suis aussi partenaire dans une entreprise avec eux autres. Bonne chose pour toi et pour Spectrum. Merci beaucoup. Mais pour répondre à toi aussi, là, le payroll, ça a toujours été Spectrum Media. Là. Ouais. Oui, j'ai vu quand même une couple de talks de Georges que je connais quand même bien, puis que je trouve qu'il est un très bon speaker. Puis il me semble que, je ne sais pas c'est quand, c'était peut-être il y a 2-3 ans, j'avais vu un de ses speeches je pense que c'était à Nantes, puis c'était comme la poutine. Oui, la poutine, oui, on s'en souvient. C'est sur YouTube. Qui était très bon, mais ouais. Dans ce speech-là, justement, il parlait que, un peu que sa vision, c'est de dire, ben, on choisit comme les clients qui fit avec nous autres, puis on veut essayer des nouvelles technos, puis on les essaye avec nos clients, puis c'est dans leur intérêt. Ouais. Là, je vois qu'il y a comme un peu un shift, puis quand c'est possible. C'est quoi le cheminement qui vous a amené à parce que dire, on va l'externaliser dans des startups à l'interne? Puis... Je comprends. C'est une excellente question, c'est très bon. On essaye toujours d'amener notre client là, ça c'est sûr, parce qu'on tripe à faire ça, là, parce qu'on s'entend, là, tu veux toujours essayer des nouvelles technos, mais ça arrive que c'est pas possible. Puis on s'est rendu compte quand l'équipe a grossi, parce que l'équipe a grossi récemment, là, quand même assez rapidement, dans 1 an et demi, je te dirais. Là. Puis c'est là que le volet maintenance dont je parlais tantôt, là, que si tu t'étales trop d'un projet à l'autre, ça commence à devenir un peu difficile à maintenir. C'est quand tu deviens un petit peu plus gros, pas beaucoup, là, un petit peu plus gros, que tu commences à sentir que ça, il ne faut pas que tu t'étales trop souvent. Mais le Choose New Technology, il est excellent, mais le Sometimes est d'autant plus important, je pense, c'est qu'il faut prendre le temps de bien les réfléchir, les chiffres techno. Mais la mentalité derrière est encore vraiment là, c'est qu'on veut quand même, on veut le faire le plus souvent possible. Le shift, oui, tu veux oui. Fait qu'en fait, c'est avec le temps, en accumulant des clients, tu te rends compte que ce modèle-là, c'est à 10 clients, je pense ça que marche à 100, ben là, tu es comme trop spreadé dans plein de tech. Ouais. Je pense que le mindset tient en soi, l'idée de 5 minutes, merci. Le mindset tient, mais il faut le réfléchir quand même, on s'entend. Tu ne veux pas rester pogné dans les mêmes technos pendant 10 ans, ça c'est sûr. Parce que là, ta maintenance, là, elle va être vraiment, vraiment tendante à faire parce que d'un coup, à un moment donné, il y a quelque chose qui va être deprecate, puis là, oups, il faut migrer tous nos clients parce qu'il y a X raison. Ça, tu ne veux pas que ça arrive. Mais l'autre extrême, que chaque projet soit dans une techno différente, toujours plus nouvelle, ça, tu ne veux pas que ça arrive non plus parce que les coûts de maintenance, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Fait qu'il faut essayer de... Merci. Oui? Oui. Oui, une petite question. Est-ce que vous avez justement remarqué des technologies que vous trouvez que c'est plus des trends qu'autre chose? Hein? Auriez-vous en plus à je peux peut-être y aller pour celle-là. Moi, je trouve que l'offre microservice en ce moment, c'est un peu too much pour le scale que les gens l'utilisent, en fait. Fait que je trouve que, oui, mettons, si tu as un Netflix, je peux comprendre que tu as des microservices un peu partout, là. Mais si tu as une boutique en ligne puis tu vends des chaussures, tu n'en as peut-être pas besoin des microservices. C'est peut-être une bonne pratique, oui, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment besoin du coût de maintenance, du coût de support, du coût de déploiement, du coût de tout, au final, pour avoir du microservice puis de la redondance puis tout ce que tu veux? Très, très vrai. Tout ce qui est aussi, on les a couverts déjà, mais ces fameux frameworks front-end-là, Angular, React, puis Vue. Vue, c'est moins pire, mais dans le fond,
il y a du monde que c'est, tu arrives dans des boîtes que c'est React All the Things. Tu sais, on a un back-end à faire avec 3 formulaires où est-ce que les gens saisissent des trucs. Ben, tout est en SPA avec le login, du login jusqu'à partout, en fait, là, avec le gros routing JS, la grosse affaire, là, SPA à fond. C'est pas en général, ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. La valeur, il faut toujours penser valeur ajoutée pour mon client. Là. Ton client là, qui a un rechargement de page qui, maintenant, là, si tu le fais bien, il ne sera pas très long, là. Complet ou partiel, pour lui, là, il n'y a absolument aucune différence. C'est la valeur que tu lui apportes qui est intéressante. Fait que d'utiliser ces trucs-là pour ces frameworks-là, je veux dire, pour des besoins qui sont vraiment, vraiment simples. Ça non plus. Ça aussi, je trouve que c'est un peu un hype. Il faut savoir quand utiliser ces affaires-là en général. Ouais. Bon, je pense que ça va être tout. Ben, je pense que oui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.